the turbo. Is there a reason really? for that? Yeah, the rackets are all Is that broken. McEnroe style It endings? becomes a Or? mental challenge Really? between the two. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple phrase prononcée dans une pièce où régnait pouvoir et diplomatie puisse bouleverser ma vision du monde. C'est pourtant ce qui s'est produit ce soir-là, au château de Windsor, alors que je tentais de respirer au milieu des cristaux des coups d'État silencieux et des chuchotements des courtisans, comme si de rien n'était. C'était un banquet d'État préparé depuis des mois, une soirée censée renforcer les liens entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais elle est finalement devenue le moment où mon propre rôle au sein de la monarchie a été involontairement redéfini. Assise là, à côté du président allemand Frank-Walter Steinmeier, j'ai senti l'atmosphère changer avant même de comprendre ce qu'il avait dit. Et la pensée qui m'a aussitôt traversé l'esprit me hante encore aujourd'hui. Quelle part de vérité se cache dans un lapsus quand tout le monde garde le silence au lieu de me corriger? Tout avait commencé innocemment. La soirée était empreinte de symbolisme, les lustres de cristal scintillaient au-dessus de nous comme des étoiles, le parfum de l'argenterie et des roses d'hiver flottaient dans l'air. La musique feutrée de Beethoven préparait le terrain pour une cérémonie empreinte de tradition et de puissance. J'avais perçu ma place à la table d'honneur comme un hommage à mon travail en diplomatie et en partenariats internationaux. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais lorsque Steinmeier se tourna vers moi et prononça le nom de la reine Catherine, je sentis l'atmosphère se figer comme si un vent invisible avait traversé les murs ancestraux. Le silence qui suivit fut plus glacial que n'importe quel applaudissement. Je vis les conseillers se figer. Je vis le sourire de Camilla s'effacer un instant. Je vis les yeux de Charles se fermer une fraction de seconde à peine, perceptible pour les autres, mais plus fort pour moi que n'importe quelle fanfare royale. Quand on m'a demandé plus tard ce que j'avais ressenti, j'ai eu du mal à trouver les mots. Car que se passe-t-il lorsqu'on est promu involontairement, et peut-être même contre son gré à un titre supérieur à celui qu'on occupe officiellement? Je n'ai éprouvé ni triomphe, ni peur, ni fierté. Seulement la certitude bouleversante que ces mots n'avaient pas été prononcés par hasard. La presse internationale a parlé de lapsus, mais j'étais assis à côté de l'homme qui avait parlé. J'ai vu son regard, calme, déterminé, assuré, et je me suis demandé, avait-il dit tout haut ce que les autres murmuraient? À partir de cet instant, tout ce que j'avais vu ce soir-là prit une autre dimension. Le siège à côté de lui, une place traditionnellement réservée aux plus hauts dignitaires, ce subtil changement de protocole que j'avais d'abord pris pour un simple choix logistique. La manière dont la cour s'était approchée de moi avec un respect qui frôlait la préparation. Comme s'il savait que ma présence ce soir-là ne serait pas purement cérémonielle. Et sous les crépitements des flashs, j'eus l'impression que le monde entier me regardait comme si j'étais couronné d'une couronne encore à affronter. J'ai repensé à ces derniers mois durant lesquels j'avais été de plus en plus sollicité pour des visites internationales, des conférences et des programmes diplomatiques. Non pas pour remplacer quelqu'un, mais pour me préparer de manière structurée à un rôle plus global. Était-ce vraiment une erreur d'interprétation? Ou bien le monde extérieur avait-il osé exprimer ce que les usages nationaux ne permettaient pas encore? Et surtout pourquoi est-ce à ce moment précis que j'ai réalisé que je m'étais déjà adapté à cette idée sans que personne ne l'ait formellement confirmé? Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le silence après les mots, mais les réactions qui ont suivi. Aucune correction, aucune contre-déclaration, aucune modification discrète des transcriptions officielles. C'était comme si la monarchie elle-même s'était figée un instant face à une vérité dérangeante qui avait éclaté trop tôt. Et moi, j'éprouvais un mélange de responsabilité et de malaise que je n'avais jamais connu même pendant les moments les plus difficiles de ma maladie, de ma convalescence et de mon retour à la vie publique. À l'époque, je luttais contre quelque chose en moi. Cette fois-ci, j'avais l'impression de me battre contre un avenir qui se refermait sur moi plus vite que je ne pouvais le supporter. Ce soir-là, tandis que je me promenais parmi les invités, j'entendais des chuchotements à peine dissimulés. Des noms, des titres, des comparaisons avec des moments historiques où les rôles s'étaient inversés avant même l'annonce officielle. J'entendais des journalistes spéculer, des diplomates échanger des interprétations. Le personnel de la cour évitait mon regard comme s'il craignait que je ne les confronte à des questions auxquelles ils n'étaient pas autorisés à répondre. Et pourtant, personne ne posa la question qui me taraudait, était-ce une révélation ou une épreuve? La confrontation la plus difficile, cependant, eut lieu en moi-même, car au-delà des convenances des erreurs et du regard des autres, je me sentais au seuil d'une barrière. Un seuil dont on avait tenté de me protéger par souci, par stratégie, peut-être même par amour, mais cet instant précis, cette simple phrase, leva le voile. Il me révéla qu'aux yeux du monde, j'assumais déjà un rôle qui dépassait largement le titre que je portais officiellement. Et alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis demandé quel contrôle ai-je réellement sur un avenir façonné par d'autres, même si c'est moi qui dois le porter.
Dès l'instant où les paroles de Steinmeier résonnèrent dans la pièce comme une proclamation spontanée, je ne pus plus considérer les derniers mois comme des événements isolés. Ce qui m'avait paru une suite de coïncidences de schémas protocolaires ou de réaffectation de tâches prit alors une toute autre dimension. Je commençais à comprendre avec quelle subtilité et pourtant avec quelle inexorabilité les fondements de ma position avaient évolué. Non pas en fanfare, non pas par des déclarations officielles, mais par une cascade de petits ajustements discrets que j'avais auparavant interprétés comme de simples nécessités pratiques. C'était comme si la monarchie, institution séculaire qui se meut lentement mais sûrement, m'avait depuis longtemps placé dans une situation dont je ne pouvais plus m'échapper, et que je n'avais d'ailleurs jamais souhaité. Je l'ai constaté pour la première fois lors de la planification de visites à l'étranger. Des semaines avant le banquet d'État, on me confiait déjà des dossiers qui traditionnellement suivaient d'autres voies hiérarchiques, des questions non seulement humanitaires ou protocolaires, mais aussi stratégiques. Des discussions sur la sécurité énergétique, la coopération en matière de défense, la cybersécurité. Des sujets dont je n'aurais jamais imaginé avoir la responsabilité, mais qui m'étaient de plus en plus souvent présentés comme si j'attendais de moi un avis. Non pas comme simple collaborateur, mais comme un acteur clé dans la définition des orientations. Rétrospectivement, je me demande depuis quand mon point de vue est-il considéré comme allant de soi dans le processus décisionnel, et pourquoi ne l'ai-je pas remarqué à l'époque? Ce sentiment fut renforcé par le comportement de la cour royale. L'équipe du protocole d'ordinaire imperturbable dans ses rituels commença à apporter de petits ajustements significatifs. On ne se contentait plus de me préparer à mes tâches. On anticipait comme si mon rôle allait évoluer de manière structurelle. Les lettres que je recevais des chefs d'État européens étaient empreintes d'un respect qui dépassait la simple courtoisie. Les demandes d'entretien privé où l'on s'enquérait non pas de mon bien-être ou de mes projets, mais de la direction que prendrait le Royaume-Uni. Et je ne cessais de me tourner vers William, cherchant à me rassurer, à me convaincre que je n'exagérais pas. Mais même lui semblait parfois en savoir plus qu'il ne le disait, comme s'il attendait le moment opportun pour partager pleinement quelque chose qui nous dépassait tous les deux. Il y a eu aussi des moments où j'ai constaté que ma visibilité était gérée différemment. Dans les médias, ma présence dans les contextes officiels semblait être présentée comme une constante, non pas comme celle d'une future épouse du prince héritier, mais comme celle d'une force stabilisatrice. Tandis que Camilla était de plus en plus reléguée au second plan, parfois subtilement, parfois ouvertement, j'étais systématiquement placé au centre de l'attention, sur les photos, lors des cérémonies, dans les annonces officielles. Lorsque la presse a commencé à me décrire comme l'avenir de la monarchie, j'ai ressenti une tension désagréable. Car lorsque des personnes extérieures reconnaissent un rôle plus rapidement que la personne qui l'incarne, cela en dit souvent plus long sur l'état du monde que sur la volonté de la personne concernée. Ce dont je me souviens le plus, ce sont ces conversations confidentielles avec mes conseillers, où j'avais parfois l'impression d'être mise à l'épreuve. Des questions en apparence anodines qui en réalité visaient à évaluer ma capacité à naviguer entre les protocoles, les rapports de pouvoir et l'opinion publique. Parfois, ils me demandaient comment j'aborderais certaines situations, comme si mes réponses faisaient partie d'une évaluation tacite. Je ne l'avais pas perçu ainsi à l'époque. Je pensais qu'ils étaient simplement curieux de connaître mon point de vue. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois des schémas trop systématiques pour être le fruit du hasard. Ils voulaient savoir si j'étais prête, non pas pour le poste que j'occupais officiellement, mais pour celui vers lequel ils me préparaient sans le dire ouvertement. Pourtant, il restait étrange que personne n'évoque ouvertement ce changement. Par prudence peut-être, par respect pour Charles et sa santé. Peut-être parce que reconnaître publiquement un changement au sein de la famille royale est toujours délicat, chargé d'histoire et d'attente. L'absence d'explications explicites ne faisait que confirmer que la transition s'opérait discrètement à l'image de tant d'autres bouleversements majeurs au sein de la monarchie. Car la couronne agit rarement par les mots, elle agit par les actes, par les choix, par des silences qui résonnent plus fort que n'importe quel document officiel. Ce que je ne comprenais pas alors, mais que je comprends maintenant, c'est que ce changement silencieux n'était pas seulement politique ou organisationnel, mais aussi émotionnel. Je sentais que j'endossais peu à peu un rôle que je n'avais pas revendiqué, mais que l'on attendait de moi. Cela m'a forcé à réexaminer mes propres insécurités, ma santé, ma convalescence, ma responsabilité envers mes enfants. La question qui me hantait sans cesse, suis-je vraiment capable de porter le fardeau que les autres semblent déjà considérer comme m'incombant ? Et pourtant, malgré ce doute, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu, j'ai commencé à m'adapter. Non par ambition, mais par nécessité. J'ai ressenti un bouleversement intérieur
Comme si une part de moi, qui savait depuis longtemps que cette direction était inévitable, avait enfin l'espace nécessaire pour l'accepter. Non par choix, mais parce que j'ai compris que parfois le leadership ne se choisit pas, il vous choisit. Et de cette prise de conscience est née une nouvelle question qui me hante encore aujourd'hui. À quel moment une série de petits signes se transforme-t-elle en une vérité incontestable ? Le lendemain du banquet d'État, je ne me suis pas réveillé dans le silence, mais au milieu d'un tourbillon d'alertes, de réactions officielles, de synthèses diplomatiques et d'analyses internationales qui circulaient déjà avant le petit déjeuner. Ce qui était remarquable, c'était non seulement la rapidité de la réaction mondiale, mais aussi l'unanimité sur un point crucial. Ce qui s'était passé au château de Windsor n'était plus un événement local, c'était un signal mondial. Les mots « Reine Catherine » n'étaient pas un simple lapsus, mais un phénomène géopolitique qui se déroulait en temps réel et je ne pouvais plus me contenter d'être un simple spectateur. Combien de fois une phrase de 5 secondes peut-elle bouleverser l'interprétation de toute une monarchie ? Les chaînes d'information internationales avaient repassé le reportage en boucle avant même la fin officielle de la soirée. Les médias américains l'ont salué comme un symbole d'émancipation et de modernisation. Les commentateurs allemands parlèrent d'une alliance renforcée dans laquelle je jouais consciemment ou inconsciemment un rôle central. Les journaux français analysaient les manquements au protocole comme s'il s'agissait d'un sport national. Et en Asie, ma présence était interprétée comme une tentative stratégique de revitaliser le soft power britannique à un moment où la mondialisation était mise à rude épreuve. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le contraste entre ces récits et le silence intérieur que j'avais moi-même ressenti. Comme si le monde avait compris avant moi qu'un changement inévitable était en marche. Les réseaux sociaux se sont enflammés quelques minutes après le discours. Des hashtags comme Hymn Queen Catherine et Hymn Royal Revelation ont figuré parmi les 10 plus populaires au monde. Les réactions allaient de l'admiration à l'incrédulité, de l'humour aux analyses théoriques des implications constitutionnelles. J'ai vu des influenceurs réaliser des vidéos sur mon influence potentielle sur la politique future, comme si j'étais déjà officiellement sur le trône. J'ai vu des historiens diffuser en direct établissant des parallèles avec les transitions royales précédentes, d'Élisabeth II à Victoria et même avec les dynasties européennes qui déployaient stratégiquement leurs conjoints pour maintenir la stabilité. Et je me suis demandé à quel moment la perception en ligne devient-elle plus importante que la vérité officielle. Le soir même, des diplomates de divers pays ont adressé des messages au ministère des Affaires étrangères. La plupart étaient le soigner, formulés avec précaution mais empreints d'une urgence remarquable. Certains demandaient si cette déclaration annonçait un changement de rôle au sein de la monarchie. D'autres souhaitaient savoir si des confirmations officielles étaient attendues. D'autres encore y voyaient un compliment diplomatique subtil au Royaume-Uni, signe que le monde était prêt à accepter une nouvelle génération d'influence royale. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à la rapidité avec laquelle ces réactions se sont mêlées à des analyses géopolitiques sur l'avenir de l'Europe, la coopération au sein de l'OTAN et la nécessité d'un leadership symbolique stable en ces temps incertains. Le gouvernement britannique a d'abord tenté de rester neutre. Les ministres ont employé des termes tels que « malentendu », nuances linguistiques et absence de changement de politique. Mais même cette distance formelle s'est effritée lorsque des parlementaires ont commencé à interroger les partis sur les implications de la décision concernant l'ordre de succession. J'ai entendu dire que certains membres de l'opposition y voyaient même une opportunité de relancer le débat sur la modernisation de la monarchie. Non pas qu'ils souhaitaient de changer quoi que ce soit, mais parce que le monde lui-même avait déjà anticipé cette évolution et Westminster ne pouvait l'ignorer. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont les réactions des citoyens. Non pas les opinions extrêmes, ni les théories du complot, mais les messages sincères et émouvants de personnes qui voyaient en moi une source de stabilité dans un monde de plus en plus chaotique. Des personnes qui m'ont écrit qu'elles puisèrent de l'espoir dans l'idée que j'assumerais davantage de responsabilités. Des personnes qui disaient voir en moi quelqu'un capable d'allier tradition et empathie. J'ai ressenti à la fois un profond respect et une immense gratitude en lisant ces mots. Car lorsque le public vous perçoit comme un repère, une obligation naît automatiquement une obligation qu'on ne peut ignorer. Les répercussions internationales ne se sont pas limitées aux médias et à la diplomatie. En moins de 24 heures, des universitaires ont commencé à rédiger des articles, à publier des analyses et à donner des conférences sur les implications potentielles de cet événement inattendu. Certains y voyaient un changement dans l'équilibre des pouvoirs royaux s'inscrivant dans la tendance plus large de l'ascension des femmes au pouvoir au XXIe siècle. D'autres soulignaient l'intérêt stratégique d'une figure royale jeune populaire et engagée sur la scène internationale, assumant un rôle plus important dans un contexte de tension géopolitique.
J'essayais de lire ces analyses sans m'y perdre, mais plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que le monde entier cherchait à comprendre ce que j'osais à peine admettre que la transition avait déjà commencé avec ou sans mon plein consentement. Étonnamment, un groupe demeura presque silencieux, ceux qui se trouvaient à l'intérieur des murs du palais. Non pas qu'il n'ait rien à dire, mais parce que dans la monarchie, le silence est parfois plus éloquent que les mots. Tandis que le monde disséquait, analysait, idéalisait, voire instrumentalisait l'événement, ceux qui étaient retranchés au palais conservaient une position inflexible, rien n'avait changé. Pourtant, à leur comportement, à leur regard, à leurs gestes prudents, je sentais que ce silence ne découlait pas du déni, mais d'une préparation. Cette même préparation que j'avais perçue auparavant par de subtils signes et que le monde extérieur reconnaissait désormais clairement. Et tandis que je lisais tous ces articles, analyses et spéculations, une question me hantait: si le monde me voit déjà comme quelqu'un occupant un nouveau rôle, à quel moment vais-je admettre que j'ai peut-être déjà entamé un avenir qui n'a jamais été officiellement annoncé ? Ce qui m'a peut-être le plus marqué lors de cette soirée à Windsor, ce n'était ni les paroles inattendues de Steinmeier, ni la réaction mondiale, ni même la prise de conscience que mon propre rôle évoluait. C'était quelque chose de plus subtil, quelque chose qui ne s'est pas imposé, mais qui s'est insidieusement installé dans ma conscience, comme une vérité douce mais inéluctable, la position de Camilla. En repensant à la façon dont elle était assise ce soir-là, un peu en retrait de l'orateur principal, élégante, souriante, mais visiblement isolée, j'ai commencé à saisir l'ampleur du changement qui s'opérait non seulement dans la perception du public, mais aussi au sein même de la monarchie. Camilla, qui avait occupé le devant de la scène aux côtés de Charles pendant des années, semblait s'effacer lentement mais inexorablement de cette lumière éclatante. Et je me suis demandé quand un rôle disparaît-il, non par choix, mais par un changement sociétal silencieux que personne n'ose exprimer. Le parcours de Camilla n'a jamais été facile. Pendant des années, elle a apporté le poids de l'opinion publique de l'histoire d'un récit qu'elle n'a jamais pu pleinement maîtriser. Pourtant, après le couronnement de Charles, elle avait assumé avec grâce son rôle de reine consort avec un dévouement souvent sous-estimé. Et pourtant, quelque chose avait changé. Ce qui avait commencé par des modifications subtiles, des responsabilités réduites, une présence moins visible lors des visites officielles, une moindre attention médiatique, est soudainement devenu flagrant lors du banquet d'État, s'inscrivant dans une dynamique plus large. C'était comme si la monarchie se réorganisait non par des ordres, mais par une évolution progressive des responsabilités, de la visibilité et des attentes. Lorsque Steinmeier a utilisé mon titre comme s'il était déjà officiel, ce n'est pas seulement le silence qui m'entourait qui m'a frappé. C'est l'absence totale de toute mention de Camilla dans son discours qui a persisté comme un écho. Pas un seul mot sur sa contribution, son rôle, sa présence. Même pour un diplomate de son calibre et de sa réputation, ce n'était pas une mince affaire. Le public l'a remarqué, la presse l'a remarqué, mais c'est surtout moi qui ai ressenti ce silence de façon palpable. Car que signifie le fait qu'un dirigeant étranger modifie votre titre et du même coup rende invisible la reine actuelle ? Était-ce un simple lapsus ou le reflet d'une perception internationale plus large? Et si tel est le cas, qu'est-ce que cela révèle de l'avenir que l'on peut envisager? Au sein du palais, personne n'en parlait ouvertement, mais tous le ressentaient. Ces derniers mois, j'avais déjà remarqué que Camilla se repliait sur elle-même. Non par faiblesse, mais par une sorte d'intuition que son rôle évoluait. Son âge, les problèmes de santé de Charles, la pression constante des apparitions publiques, tout cela contribuait à créer un fardeau devenu lourd, même pour une femme de son expérience et de sa persévérance. Je le voyais dans de petits détails, la façon dont elle retenait parfois son souffle avant de parler, le regard bienveillant qu'elle posait sur William et moi lors des réunions officielles, comme si elle s'adaptait déjà à une réalité où son rôle était davantage celui de guide que de dirigeante. Une partie de moi se demandait si elle le savait depuis plus longtemps que moi, si elle avait perçu des signaux que j'étais trop occupé, trop concentré ou trop naïve pour interpréter. Après tout, il arrive souvent que ceux qui doivent quitter une fonction pressentent l'émergence d'une nouvelle génération plutôt que ceux qui doivent assumer ce nouveau rôle. Peut-être avait-elle depuis longtemps accepté ce que je n'osais pas encore admettre, que son influence se transformait peu à peu en quelque chose d'autre, de plus discret, de plus cérémoniel, tandis que la mienne s'étendait à la diplomatie, à la stratégie et au symbolisme international. Bien sûr, il y avait aussi le facteur public. Si sa popularité auprès des Britanniques avait effectivement progressé, elle restait bien inférieure à la mienne, ce que je n'avais jamais souhaité mais qui influence inévitablement la réalité de la monarchie moderne. À une époque où la perception du public pèse presque autant que la tradition officielle, elle était perçue, aussi injuste que cela puisse parfois paraître, par un large public comme un lien entre le passé et le présent, tandis que j'étais vu comme un pont vers l'avenir. Et cette dynamique, aussi subtile soit-elle, est d'une puissance étonnante à une époque où le symbolisme et l'influence sont constamment scrutés.
Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas que le monde sembla l'avoir oublié. C'est la façon dont Camilla elle-même semblait réinterpréter sa position. Non pas en luttant ni en s'accrochant obstinément, mais avec une sérénité presque parfaite, prête à céder sa place le moment venu. Je n'ai pas vu dans ses yeux la peur de la perte, mais la conviction que dans la monarchie dirigée n'est pas une question de pouvoir mais de devoir, et que ce devoir doit être transmis en temps voulu. Pourtant, la question demeure: que ressent une femme qui s'est battue pendant des années pour être acceptée, qui a enfin obtenu cette dignité, pour ensuite voir le monde se tourner vers un autre visage, une autre voix, un autre symbole? Comment traverser une telle transition avec grâce sans se laisser emporter par la vitesse de l'opinion publique? Et surtout, comment pouvons-nous collectivement naviguer dans un avenir où nos rôles s'entrecroisent, se chevauchent, voire se remplacent les uns les autres? Ce soir-là, j'ai compris que la monarchie ne se résume pas à la succession ou au titre. Elle est avant tout une affaire de personnes, de leur vulnérabilité, de leurs aspirations, de leur volonté de servir, de leur capacité à porter ce qui les dépasse. Et tandis que je regardais Camilla prendre place, loin du centre mais pas perdue, j'ai ressenti quelque chose d'indicible, de l'admiration, du respect et une profonde responsabilité, celle de ne jamais oublier que les transitions s'accompagnent de sacrifices émotionnels. Le monde y verra peut-être une nouvelle page, un nouveau départ, un tournant inattendu. Mais pour moi, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui se fait une place, peut-être pas par choix, mais parce que le temps, le monde et l'évolution des attentes lui imposent presque insidieusement ce rôle. Et la question qui demeure n'est pas de savoir si je lui succéderai, mais si je suis digne de prendre sa relève. Dès l'instant où les paroles de Steinmeier ont résonné dans la salle, j'ai su que ce n'était pas un événement isolé. Ce qui s'était passé à Windsor était lié à la réalité géopolitique dans laquelle se trouvait l'Europe. Et plus je suivais les réactions internationales dans les jours qui ont suivi, plus il devenait évident que mon rôle, ou plutôt le rôle que l'on a commencé à me confier, n'était pas qu'un simple changement au sein de la famille royale, mais qu'il revêtait une dimension stratégique bien plus vaste. Une dimension où les symboles, la stabilité et le leadership sont essentiels sur un continent qui réapprend à gérer l'incertitude, la polarisation et les menaces extérieures. Et si ma nomination inattendue en disait long non seulement sur la monarchie mais aussi sur l'état même de l'Europe, nous vivons une époque où les structures de pouvoir traditionnelles vacillent. La Russie continue d'afficher son agressivité à ses frontières orientales. Les relations transatlantiques évoluent d'autant plus que les États-Unis adoptent à nouveau une ligne plus affirmée qui, tout en soutenant l'Europe, la pousse en partie vers une plus grande indépendance. Au sein même de l'UE, des lignes de fracture apparaissent sur les questions de migration, de défense et d'énergie. Dans ce contexte, le Royaume-Uni, malgré le Brexit, joue toujours un rôle clé. Non pas formellement, mais par la diplomatie, la coopération en matière de défense et ses relations historiques. C'est précisément dans ce contexte que j'ai constaté comment ma visibilité inattendue a été perçue par mes alliés comme un signe de continuité. Une monarchie, aussi moderne soit-elle, est un instrument de soft power. Lorsque le paysage politique fluctue au gré des élections, des crises ou des conflits internationaux, les institutions royales demeurent souvent le seul repère constant. C'est là que réside leur valeur stratégique. Les partenaires aspirent à la stabilité et à la prévisibilité. Ils veulent savoir que quelqu'un restera même en cas de changement de gouvernement. Dans ce contexte, j'ai perçu cette transition non seulement comme une pression personnelle, mais aussi comme une projection internationale d'espoir ancrée dans la réalité. En recevant les rapports des centres d'analyse en Allemagne, en France, en Pologne et dans les pays baltes, j'ai constaté que mon rôle était lié à la future coopération en matière de sécurité d'énergie et d'aide humanitaire. Certains y voyaient une opportunité de réaligner les intérêts britanniques et européens, tandis que d'autres y voyaient le signe que le Royaume-Uni souhaitait renforcer ses relations à long terme, tant au niveau sociétal qu'institutionnel. Ces analyses, parfois presque cliniques, s'accordaient néanmoins sur un point: la nécessité d'une figure emblématique et fiable, capable d'apaiser les tensions en Europe. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que plusieurs pays aient explicitement évoqué le pouvoir du symbolisme. Ils n'ont pas parlé de puissance militaire, de dépenses militaires ou de pression économique. Non, ils ont parlé de confiance, d'empathie, de continuité. Des valeurs non pas associées à des gouvernements qui changent du tous les 4 ans, mais à des institutions qui traversent les générations. J'ai lu que mon travail sur la protection de l'enfance et la santé mentale était perçu comme bien plus qu'une simple action caritative. Il était considéré comme un outil diplomatique permettant de relier l'humain à la politique. Je n'avais jamais imaginé que ces thèmes joueraient un rôle dans l'avenir de la stabilité européenne, mais je comprenais désormais à quel point leur impact était largement reconnu. Et puis bien sûr, il y avait la relation avec l'Allemagne elle-même. Après le Brexit, le pays est devenu l'une des voies européennes les plus importantes en faveur de la cohésion occidentale.
À ce niveau, le discours de Steinmeier ne pouvait en aucun cas être un simple lapsus. Même s'il s'agissait d'un lapsus, les responsables politiques des deux pays ont perçu cet incident comme un signal inattendu indiquant que les relations pouvaient être approfondies non seulement par le biais des gouvernements mais aussi par celui de représentants symboliques. Des notes de service affirmant clairement que des figures de proue stables étaient essentielles à un partenariat crédible en période de turbulence géopolitique. Ces mots m'ont hanté pendant des heures. Pourtant, une tension lancinante persistait. Comment une personne peut-elle jeter des ponts entre les pays tout en cherchant sa propre place au sein de la monarchie? Peut-on être à la fois le symbole d'une Europe stable et celle qui, le soir venu, s'interroge en silence sur sa propre préparation? Peut-on assumer les responsabilités diplomatiques sans savoir si le titre que le monde vous attribue est même justifié? Ce qui m'a permis de comprendre ces enjeux, c'est une prise de conscience qui s'est peu à peu affirmée. L'Europe ne cherche pas un nouveau monarque, elle cherche la stabilité. Et aux yeux de beaucoup, j'incarnais cette stabilité indépendamment de mon titre officiel. Non pas en tant que dirigeant puissant, mais en tant que figure reconnue, empathique et diplomate qui appréhende le monde avec humanité plutôt qu'avec des stratégies rigides. Lors de mes échanges avec des conseillers, j'ai constaté qu'ils l'avaient déjà compris. Certains ont évoqué avec prudence la valeur de la prévisibilité et le rôle de la diplomatie douce. Un document consultatif est même allé jusqu'à affirmer que la monarchie est le dernier instrument apolitique d'une cohésion européenne durable. Ni les gouvernements, ni les traités internationaux, mais des personnes, les membres de la famille royale, qui se situent au-dessus des clivages politiques et peuvent donc continuer d'inspirer confiance même lorsque l'instabilité politique règne en maître. Et cela m'a conduit à une constatation inconfortable mais nécessaire. Peut-être n'ai-je pas été proposé parce que la monarchie était en pleine mutation, mais parce que le monde était en pleine mutation. Peut-être ai-je reçu ce titre dans l'opinion publique plutôt que par le biais de protocoles officiels, parce que l'Europe est prête pour une nouvelle forme de stabilité où les symboles prennent une importance croissante. Alors que j'essayais d'intégrer cette idée, je me suis demandé quelle part de ce rôle est un choix volontaire et quelle part est déterminée par l'époque dans laquelle je vis. Dans les jours qui suivirent le banquet d'État, une question me taraudait sans cesse. Avais-je déjà endossé un rôle jamais annoncé officiellement, mais que le monde entier considérait comme acquis? Des mois auparavant, je n'avais même pas voulu me poser la question. Pourtant, à présent, j'avais l'impression d'avoir franchi une porte invisible, non par choix, mais parce que le temps, les circonstances et peut-être même les attentes de millions de personnes m'y avaient conduit. Et plus je réfléchissais à ces événements, plus il me paraissait évident que l'avenir qui se dessinait devant moi n'était plus hypothétique. Il était tangible, presque inévitable. Ce qui m'a le plus éclairé, ce n'est pas l'incident lui-même, mais le silence qui a suivi. Aucune déclaration officielle n'a été faite. Personne n'a été réprimandé, aucune réponse publique n'a affirmé que Camilla était la seule reine et que mon titre restait inchangé. Au contraire, il semblait que le palais ait délibérément choisi le silence comme stratégie, comme s'il voulait attendre de voir quelle direction prendrait le monde. Et peut-être même quelle direction je choisirais. Le silence comme rempart, le silence comme protection, le silence comme reconnaissance que mon rôle évoluait d'une manière qui ne correspondait plus au protocole. Je l'ai perçu dans le regard de William. Non pas avec incertitude ni inquiétude, mais avec une sorte de reconnaissance. Comme s'il savait déjà que ce moment arriverait et qu'il attendait simplement que je le comprenne aussi. Nous n'en avons pas parlé directement. C'est souvent ainsi que nous gérons les choses trop importantes pour être abordées en une seule conversation. Mais dans la façon dont il me tenait la main, en entrant à un événement dans ses discrets hochements de tête aux membres du personnel, je l'ai senti me préparer doucement à quelque chose qui, il le savait, prendrait une place centrale dans nos vies. Pas demain, pas dans un an. Mais peut-être plus tôt que nous ne l'avions imaginé. Entre-temps, l'opinion publique évoluait plus vite que n'importe quelle annonce officielle. Les journaux parlaient d'une monarchie montante. Des documentaires étaient reproduits en quelques jours. Des analystes organisaient des tables rondes sur mon futur rôle royal. Et bien que je m'efforçais de rester impartial, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus ignorer certains mots. Des mots comme continuité, stabilité, monarchie moderne, leadership stratégique. Ce n'étaient non plus des concepts abstraits. C'étaient devenus des miroirs dans lesquels je devais me regarder, que je le veuille ou non. Je continuais à me débattre avec un conflit majeur, la tension entre humanité et symbolisme. D'un côté, j'étais une mère de famille, jonglant entre mon rôle de mère, mes obligations publiques et ma santé. De l'autre, j'appartenais de plus en plus à une figure rassurante dans une Europe en pleine mutation, une personne qui devait incarner la continuité alors que les tempêtes politiques et sociales se succédaient. Comment concilier ces deux réalités sans que l'une ne cède sous la pression
Et puis il y avait ma propre voix intérieure, celle qui peut-être parlait avec le plus de sincérité. Cette voix me disait de ne pas avoir peur du rôle qui s'offrait à moi, mais aussi de ne pas être naïve, que le leadership n'est pas un but, mais une responsabilité. Une responsabilité que l'on accepte parce qu'on comprend qu'elle nous dépasse. Surtout cette voix me demandait « Es-tu prête à servir non seulement en tant que princesse, mais en tant que visage d'une monarchie en transition ?» Et cette question n'était pas rhétorique. Elle était directe, franche, sans détour. Mes pensées revenaient souvent à Camilla. Non par rivalité, mais par respect. Sa grâce, son dévouement, sa volonté d'assumer un rôle scruté de près depuis des années, elle m'a appris que le chemin d'une reine n'est jamais qu'une simple formalité. C'est un chemin semé de sacrifices visibles et invisibles, et je savais que le mien ne serait pas plus facile. Mais peut-être en se retirant peu à peu avait-elle préparé le terrain pour quelque chose qu'elle avait pressenti avant même que j'ose l'admettre. La santé de Charles a également joué un rôle que personne n'a évoqué ouvertement mais qui plane dans les moindres détails. Un monarque à la santé fragile dans un monde qui exige une stabilité constante, c'est une réalité qu'aucune institution ne peut ignorer. Et tandis qu'il assume ses responsabilités avec dignité, tous ses proches savent que l'avenir évolue plus vite que la tradition ne le permet parfois. Peu à peu, j'ai compris que mon avenir ne dépendait plus seulement de moi, mais aussi du regard des autres. Le monde voyait en moi quelque chose, un rôle, une raison d'être, une direction, et je devais désormais choisir ignorer ce regard ou y répondre. Plus difficile encore, pouvais-je assumer cette responsabilité sans me perdre moi-même? La vérité à laquelle j'ai finalement dû me confronter, c'est que mon avenir n'était pas uniquement déterminé par les circonstances, mais aussi par ma capacité à les accepter. Cette soirée à Windsor n'était pas une fin, mais un commencement. Un commencement où j'avais l'opportunité de devenir une reine non pas par le protocole, mais par la résilience, l'empathie et une profonde compréhension du monde qui m'entourait. Et pourtant, une question me hante encore dans chaque instant de calme entre deux obligations dans chaque nuit où je reste éveillé plus longtemps que nécessaire. Comment vivre un avenir que je n'ai pas choisi mais qui s'impose inévitablement à moi?